Voilà, Monsieur Decoing, bienvenue dans notre salle Fellini, bienvenue au cinéma Jean Eustache. Bonjour, chers spectateurs. Alors, il s'agit de notre avant-dernière Unipop, Université Populaire Arts, Littérature et Cinéma, ce jeudi. On se reverra la semaine prochaine pour la clôture avec l'avant-première de la Comédie Française. Mais ce soir, nous avons la chance de recevoir un invité exceptionnel, Monsieur Didier Decoing, qu'on peut réaccueillir chaleureusement. Et cette soirée sera animée par Jean-Claude Raspien-Jass et je le remercie. J'avais quelques actualités à vous montrer. Alors, rapide présentation de Monsieur Decoing. Vous êtes écrivain, scénariste de nombreuses qualités. Vous avez écrit des dizaines de romans et d'essais, notamment en 1977, votre prix Goncourt, John l'Enfer. Je bondis des années, on arrive en 2006 avec un roman sur votre père, Henri Decoing, dont on a montré un film cet après-midi, et dont on montrera la vérité sur Bébé Donge en copie restaurée ce soir et demain à 16h. Vous êtes également président de l'Académie Goncourt depuis 2020. Quoi dire d'autre? Scénariste pour Marcel Carné, Henri Verneuil, rien que ça. Et je remercie... Pardon ? Robert Enrico, évidemment. Vous avez eu un prix du jury à Cannes, il me semble, pour votre film, ou je confonds peut-être. Et vous avez une actualité littéraire dont je voulais vous parler, Maypops, qui est sorti aux éditions Stock au printemps, et Monsieur Decoing sera en signature à l'issue de la rencontre, notamment pour ce livre et d'autres titres. Maypops, c'est l'histoire d'un fait divers inspiré de faits réels, un roman historique qui se passe en 1944 en Caroline du Sud. Et je remercie Jean-Claude, que vous connaissez évidemment. Il a déjà animé une Unipop cette année sur Gérard Philippe avec Jérôme Garcin. Et lui aussi a une actualité littéraire, donc je tenais à en parler et à vous conseiller chaleureusement La France à la carte. Évidemment, Jean-Claude était déjà venu à l'Unipop à Pessac nous parler des routiers, des bateliers, et voilà qui trace l'histoire de France à travers les cartes routières. Et on le retrouvera l'an prochain pour une Unipop dédiée à ce livre. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci Alix, merci Didier Decoing d'être venu jusqu'à chez nous. Donc on va passer la soirée à évoquer votre père, Henri Decoing, à partir d'un livre que vous avez écrit il y a une vingtaine d'années, qui est un livre absolument merveilleux, une très très belle évocation de votre père, qui s'appelle Henri avec un I, ou Henri avec un Y, le roman de mon père, qu'on trouve en édition de poche aujourd'hui. Alors soyez patients parce que la libraire n'a pas pu le recevoir encore, mais il sera là dès la semaine prochaine, donc, et je vous le recommande vivement. C'est un très très beau livre, et c'est un livre d'écrivain, c'est le livre d'un fils, et c'est le livre d'un écrivain. Alors en deux mots, votre père, pour résumer rapidement, une cinquantaine de films, 4 pièces de théâtre, scénariste, romancier et cinéaste. Mais, si vous dites le roman de mon père, c'est qu'il y a vraiment matière à dire le roman de mon père, parce que la vie de votre père est absolument hallucinante. Alors, on va essayer de le dire rapidement, et puis vous allez nous expliquer. Enfance très misérable, entre Zola et Dickens. Il est arraché à l'école communale à l'âge de 8 ans. Il devient livreur de lait. À 13 ans, il devient apprenti chez un fourreur juif. Il va devenir par la suite un très très bon nageur. Il va être 7 fois champion de France de natation. Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est un autodidacte en tout. Il va devenir champion de natation. Il va devenir capitaine de l'équipe de France de water-polo aux Jeux Olympiques. Il va être boxeur. Il va être coureur cycliste. Il va être, je vais en oublier, il va être spécialiste du plongeon de haut vol. Il va être donc boxeur, il est champion de Paris, puisqu'à chaque fois qu'il se lance dans quelque chose, il excelle et il bat tout le monde. Il est aussi, oui, alors 7 fois, je l'ai dit, recordman de France de natation. Il écrit un roman, il est donc né en 1890, même s'il aimait dire que c'était en 1896, mais il est de 1890. En 1917, donc pendant la guerre, il écrit son premier roman, Jeff, le roman d'un as, dont on dit qu'il a été écrit sous le feu, et avec un Y. Il est aviateur de guerre. Quand même, quelqu'un qui a fait aucune étude, il est aviateur de guerre, et en plus il est volontaire. Et à ce moment-là, ce que vous dites dans le livre, c'est que quand on est aviateur de guerre pendant la Première Guerre mondiale, l'espérance de vie n'excède pas 10 jours.
C'est ça. Et lui, il va toute la faire, il va gagner plein de batailles, il va être décoré, enfin bon, c'est complètement fou. Il va devenir journaliste sportif. On verra tout à l'heure comment il est devenu cinéaste. Il était aussi éditeur. Enfin, une vie folle. Alors comment est-ce qu'on est l'enfant, le fils d'un homme pareil? Alors, il est arrivé tard dans votre vie. Déjà, il ne faut pas avoir le vertige. Mais c'est fabuleux d'être le fils de ce genre de personnage, parce que vous vivez dans des univers différents. Chaque soir, papa inventait quelque chose de nouveau. Il avait des idées... il considérait que la vie remplan-plan, c'était une bêtise, et qu'elle n'était pas très longue, et qu'il fallait en profiter au maximum, et toucher tout ce qui était à portée de main. C'est ce qu'il a fait. Ses vrais débuts, je veux dire, comme homme public, en tout cas dans la natation, était qu'il travaillait chez un fourreur, et le fourreur en question lui demande de livrer à une piscine municipale parisienne dont j'ai oublié le nom, de livrer une sorte de truc pour tenir chaud la caissière, elle avait froid aux mains. Donc c'était une fourrure dans laquelle un manchon. Et papa il n'avait jamais vu de piscine de sa vie. Lui, il se jetait dans la Seine quand il voulait nager. Donc il passe devant la guérite de la dame à qui il devait donner le manchon. Et derrière elle, il aperçoit un espace bleu où il y avait des bruits qui faisaient des ploufs. Et il voit des gens qui se jetaient dedans et qui avaient l'air tout contents. Et il se dit, je vais en faire autant. Donc il laisse le manchon à la dame, il court vers le bassin. Oubliant qu'il ne savait pas nager, il se jette dans l'eau, dans le grand bain. C'était le premier qui était là. Et il coule, évidemment. Il coule à la verticale. Et il aperçoit sous l'eau l'autre bout de la piscine où il y avait une jeune femme dont on va imaginer qu'elle était ravissante. En tout cas, lui a toujours voulu qu'elle fût ravissante. Et qui battait lentement des pieds, comme ça, dans l'eau. Et il se dit, il faut absolument que je sache à qui appartiennent ses jambes. Papa avait le fantasme des jambes. Donc, au lieu de se laisser mourir sous l'eau, il avance, il fait le petit chien. Et il arrive jusqu'au pied de la dame, qui était assise sur la margelle, et il tire sur les pieds pour voir sa tête. Évidemment, elle proteste. Laisse-moi, espèce de salopard, voyeur, salaud. Elle appelle le maître nageur. Et papa dit, mais attendez, j'ai rien fait de mal. Elle dit, si, tu me touches, c'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et il dit, mais je peux pas, tu viens de l'autre bout de la piscine. Il dit, c'est pas possible, je sais pas nager. Et alors, à ce moment-là, le maître nageur regarde son chronomètre et dit, ben moi, j'ai appuyé sur le déclencheur comme ça, quand j'ai vu comment tu faisais. Ta nage est épouvantablement laide. Même les chiens nagent mieux que toi. Mais tu vas rudement vite. Alors, si tu veux, je t'apprends à nager. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et effectivement, il est devenu... alors, vous avez signalé, ce qui me fait toujours rire, moi, qu'il a été capitaine de l'équipe de France de water-polo aux Jeux Olympiques, mais ils ont perdu. Oui, je sais, dès le premier tour. Bon, mais au moins... Le titre de capitaine reste acquis. Oui. Et... donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faisait. Chaque fois qu'il y avait une occasion qui se présentait, il sautait dessus. Pour vous donner un autre exemple qui est plus dramatique quelque part, quand il a été dans l'aviation militaire de cette époque-là, c'est Verdun. Hein. Il était dans les tranchées et quelqu'un est venu dire, s'il y a des volontaires pour apprendre à piloter et à se battre en combat aérien, je les prends. Papa fait moi. Il est parti avec l'officier et il a commencé à apprendre à voler sur des trucs qui étaient des agglomérats de toiles, de ficelles. C'était invraisemblable, ces avions. C'était pas des avions, c'était des bidules volants. Et donc, le voilà, il trouvait ça formidable. Hein. Faire l'oiseau, c'était extraordinaire. Il s'était fait une spécialité, c'était de tirer sur ce qu'ils ont appelé les saucisses. C'est-à-dire, c'était les dirigeables allemands d'observation. Alors, il s'approchait très près, il faisait des grimaces épouvantables aux malheureux Allemands qui étaient sur la saucisse, et puis il tirait dans l'enveloppe. Évidemment, ça prenait feu, ça explosait, tout ça tombait par terre. Un jour, quand même, un chasseur allemand
le poursuit, donc un avion allemand, et tire sur papa, enfin sur l'agglomérat qui consistait en papa plus son avion. Et l'avion fait la feuille morte et s'écrabouille dans un champ, pas très loin des lignes françaises. Donc papa se dépêche de descendre de l'avion, enfin de ce qu'il en restait, parce qu'il n'en restait pas grand-chose. Et il compte les éclats d'obus qu'il y avait dans un carlingue, dans ce truc de toile, et il en compte 76. Plus un qu'il avait dans le dos, ça faisait 77. Et il a décidé ce jour-là que 77 était le chiffre porte-bonheur, fétiche de la famille de Coin. Et il ne s'était pas trompé de beaucoup, parce que moi, en 77, j'ai eu le Goncourt, je me suis marié, nous avons conçu, mon épouse et moi, notre premier bébé, donc j'attends la 2077 avec optimisme et confiance. En vrai de Coin. En vrai de Coin. Et c'est vraiment ce qui me caractérise le plus, c'est de prendre les choses qui se présentaient. Il n'y avait pas de mauvaises occasions, il n'y en avait que de bonnes. Il a fait un autre truc pendant la guerre, j'ai fait un petit téléfilm là-dessus, parce que c'était quand même gonflé. On est venu lui dire à un moment il n'était pas encore aviateur, il était dans les tranchées, dire aux hommes, écoutez, la France se dépeuple, parce que les Allemands nous tuent de plus en plus de jeunes gens. Celui qui est capable d'aller d'aller se marier et de revenir avec le certificat de mariage, il aura une permission de 15 jours. Mais si vous revenez sans le certificat de mariage, c'est 15 balles dans la peau. Parce que, qui est volontaire? Papa immédiatement lève le doigt et dit, moi, de Coin, vous savez avec qui vous mariez? Ah, mais absolument, bien sûr, mon adjudant, je sais très bien, elle est très très belle, là, je vais apporter une photo en plus. Il ne savait absolument pas qui il pouvait rencontrer pour se marier. Il monte dans un train, et puis la première gare, il descend. Et il dit, maintenant, il faut que je trouve une fille qui accepte de m'épouser et qu'on puisse se marier. Et alors, par miracle, il y avait sur le quai, il y avait une jeune femme qui s'appelait Hélène, que papa trouvait fort jolie, qu'il ne connaissait pas, évidemment. Donc, il est allé la voir et lui a dit, écoutez, il faut que vous me sauviez la vie. Si vous n'acceptez pas de m'épouser, je serai fusillé quand je rentrerai au bataillon. Alors, elle l'a regardé de haut en bas, elle a trouvé qu'il avait une bonne bouille, une belle tenue, etc. Donc, elle a accepté de l'épouser. Il l'a épousée, et ça a été sa première femme. Il n'en avait pas fini. Car il a eu 1, 2, 3, 4 épouses, dont une qui est célèbre, qui était Danielle Darieux. Il avait 16 ans quand il l'a rencontrée. Elle avait 16 ans quand il l'a rencontrée. Elle était, d'après ce qu'il disait lui, la plus jolie jeune fille qui ait jamais été créée sur Terre. Ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, ça me paraît tout à fait convenir. Les journaux de cette époque ont l'air de confirmer cet avis-là. C'était comment d'être le fils de cet homme-là? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il racontait beaucoup d'histoires. Vous écrivez dans le livre que quand il est parti sur une idée, c'était un peu comme la chasse à courre. C'est-à-dire qu'il fallait aller jusqu'au bout, jusqu'à la lie de l'histoire. Comment c'était d'être l'enfant de cet homme-là? C'était formidable, parce que je vais vous donner une autre anecdote que je n'oublierai jamais, parce que ça a été un moment de jubilation pour moi. Il a décidé de faire à une certaine époque de sa vie, je crois dans les années 50, un film qui s'appelait Razzia sur la Schnouf, avec Gabin, Ventura, etc. Et qui était un film sur le trafic de drogue. Papa détestait les addictions, et son père, mon grand-père, était plus ou moins amateur de bien boire, etc. Et papa était contre ça. Donc la drogue, a fortiori. Donc il décide de faire un film qui serait un film coup de poing et contre le trafic de drogue. Et pour ça, il fallait qu'il montre comment s'opérait le trafic de drogue dans une grande ville comme Paris. Alors, il voit des journalistes, il commence à rassembler des informations, mais ça ne lui semblait pas assez charnel, assez vécu, assez vivant
Donc il dit à son producteur, il me faut un vrai trafiquant comme conseiller technique. Le producteur dit, Henri, moi je veux bien, mais si tu veux un vrai, ça va être un gangster. Oui, ben c'est ce que je te demande, donne-moi un gangster. Engage un gangster pour la durée de la préparation du film. Donc ils engagent un gangster qui n'était autre que l'ennemi public numéro 1 à l'époque, Joe Attia, qui était interdit de séjour. Il n'avait pas le droit de venir dans le département de la Seine où nous habitions. Donc papa avait organisé les choses. Joe venait, quand il faisait nuit, monter à l'appartement, il travaillait jusqu'à la première lueur de l'aube et puis se carapatait à travers le bois de Boulogne. Et un soir, par un miracle extraordinaire, je ne sais plus pourquoi, je n'étais pas couché, on sonne à la porte, papa va ouvrir et je vois entrer le gangster type avec le chapeau mou un peu sur l'oreille, un regard en coin, et le type me regarde, et papa me dit, Joe, je te présente mon fils, c'est Didier, il est gentil, tu sais, et il me dit, à moi ça c'est Joe, il m'aide beaucoup pour le film. Je dis, pourquoi il t'aide? Parce que c'est un gangster et que j'ai besoin de savoir comment ça se passe le monde des gangsters. Je n'ai pas l'air d'un gangster. Joachim dit, mais si, je suis un gangster, enfin voyons, puisque ton père te le dit. Je dis, oh, je ne vous crois pas, c'est même pas vrai, etc. À ce moment-là, Joachim sort de son blouson un revolver, une belle arme, bien lourde, bien massive. Il me dit, ça c'est quoi? Je dis, c'est un vrai. Il me dit, comment que c'est un vrai? On ne va pas tirer à travers les vitres parce que ça va les faire sauter, mais si on ouvre la fenêtre, je peux tirer, on tirera dans le bois de Boulogne. Et me voilà à côté de Joe Attia, à tirer dans le bois de Boulogne avec son énorme pétard. Jusqu'au moment où mon père m'a envoyé me coucher quand même, parce qu'il avait autre chose à faire que de m'amuser avec ça. Mais alors, le lendemain, en cours de récréation, je ne vous raconte pas. J'étais le héros, tandis que mes petits copains ou dormaient, parce qu'on les avait envoyés au lit, ou essayaient de réviser une leçon. Moi, j'avais tiré au pistolet avec un vrai gangster, avec le plus grand gangster du moment. C'était un brave mec d'ailleurs, Joe Attia. Papa, pour que ça fasse plus couleur locale, s'était acheté une 15 traction avant. Vous savez, c'est une voiture avec le long capot noir qui était magnifique. Il l'adorait. Et un soir, il rentre à la maison. Et alors, il monte à l'appartement, il regarde par la fenêtre, il n'y a plus de voiture. Alors il décroche son téléphone, il appelle Joe Attia, il dit, Joe, ma 15 Citroën a disparu. Comment ça, Henri, elle a disparu? Ben écoute, j'ai bien l'impression qu'on me l'a chouravé. Ah, alors je m'en occupe. T'inquiète pas, je m'en occupe. 3 heures après, la 15 Citroën était de nouveau sous l'immeuble, lavée à la peau de chamois. Les cendriers avaient été vidés. Le plein avait été fait. Et il y avait sur le tableau de bord un mot d'excuse. On s'excuse, Henri, on ne commencera pas. Voilà le genre de choses que quand on est un gamin de 10 ans, on le vit comme un conte de fées. Alors, puisqu'on en est aux épisodes de votre enfance, parlez-nous de l'amour qu'avait votre père pour le cinéma. On va en parler longuement, mais pour les cinémas, il vous amenait faire la tournée de tous les cinémas de Paris, comme un peu des salons de parfum. Racontez-nous cette histoire. Vous savez, à l'époque, le jour de vacances, c'était le jeudi. Alors déjà, tous les jeudis, il était occupé, papa m'emmenait au cinéma, et il faisait le programme. Et c'était beaucoup des films américains, des films noirs, comme on dit, des thrillers. Et il me les décortiquait, il m'expliquait pourquoi le réalisateur, à certains moments, avait fait un plan en contre-plongée, pourquoi il y avait un travelling, etc. Il m'a appris le vocabulaire et la grammaire, surtout la grammaire du cinéma. Lui la connaissait parce qu'il avait... Je vais y venir tout de suite. Quand il avait épousé Danielle Darieux, ils ont fait un film que vous avez vu, Battement de cœur, qui a été un énorme triomphe. Il est resté plus d'1 an à l'affiche, un cinéma des Champs-Élysées qui s'appelait le Normandie, et il a été transformé en music hall.
et qui était une salle prestigieuse, magnifique. Plus d'1 an à l'affiche. Alors que les films, d'habitude, restaient 3 semaines. Quand c'était un chef-d'œuvre qui marchait bien, c'était 1 mois. Mais... Donc pourquoi je vous racontais ça? C'est la tournée des cinémas. Oui. Et ce qui était merveilleux, c'est que, quand j'emploie le mot merveilleux, c'est dans le sens d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai été émerveillé par ce qu'il me montrait. Donc non seulement le jeudi, j'avais droit à ma leçon de cinéma hebdomadaire, mais quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, j'avais droit à venir sur le plateau le voir tourner. Et ça c'est un truc inoubliable. Le cinéma a beaucoup changé, mais à l'époque, c'était inouï. Le premier tournage auquel j'ai assisté, c'était un film qu'il a réalisé dans je ne sais plus quelles années, ça s'appelait 3 télégrammes, et le décor était celui d'une place de village avec des automobiles. Enfin, les automobiles, elles étaient en carton, et elles étaient poussées par des machinistes. Et puis il pleuvait sur ce décor. Alors la pluie, c'était sur les passerelles autour du plateau. Il y avait des pompiers avec des tuyaux d'arrosage, ils arrosaient tout ça. Et puis, comme c'était un orage, il fallait faire des éclairs et du tonnerre. Alors les éclairs, c'était le directeur de la photo qui faisait ça avec des projecteurs, il envoyait des trucs. Et puis le tonnerre, on agitait, c'était très impressionnant, des grandes tôles. Et moi, au milieu de tout ça, il y avait mon père, avec un porte-voix presque plus grand que lui, en carton, marron, je le reverrai toujours, ce porte-voix, qui courait parmi cette espèce de mise en scène invraisemblable et qui criait « Plus vite, les voitures, plus d'éclairs, je veux plus d'éclairs, moi plus, fais-moi un vrai orage, etc. » Et je me disais « C'est fabuleux, il a des joujoux que moi je n'ai pas. » Le cinéma m'apparaissait comme le plus, ça continue d'ailleurs, comme le plus beau jouet qui soit au monde. Donc c'était l'alternance entre aller au cinéma avec lui quand il n'était pas en période de tournage, ou aller sur le plateau. Je me mettais sous le museau de la caméra, je ne bronchais pas, et je regardais fasciné en me disant « J'aimerais faire ça, moi, un jour ». Je ne l'ai pas fait, sinon à toute petite échelle, mais j'ai un fils cadet, qui est actuellement en train de tourner au Canada, son premier long-métrage, et qui prend bien le relais. Alors, avant qu'on parle de son activité de cinéaste, il faut rappeler quand même qu'il a été romancier, et qu'il a été romancier tout en étant boxeur, et il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle 15 rounds, et qui est vraiment un roman extraordinaire à la Jack London sur la solitude d'un boxeur qui raconte les 15 rounds, et on est dans sa tête avec les hauts et les bas. Et c'est un livre absolument extraordinaire que je vous recommande, on le trouve en poche. Et il va devenir journaliste sportif à l'Auto. Alors l'Auto, c'est l'ancêtre de l'équipe avant la guerre. Et puis, un jour, il va décider de faire du cinéma. Et on a retrouvé une archive qui date d'une émission des années 50 qui s'appelait La joie de vivre avec Henri Spade. Et votre père était l'invité de cette émission. Et il a décrit comment il était entré dans le cinéma. Et on va voir, c'est encore à la Decoing. Voilà, premier extrait, s'il vous plaît. J'étais jeune à ce moment-là et je lis dans des journaux corporatifs que la maison Osso, qui était une très grande maison, cherchait un scénario sportif pour Albert Préjean. Je me mets au travail, j'étais à l'Auto et tous mes amis de l'Auto disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Je suis en train d'écrire un scénario, ils riaient. Mon scénario est écrit et je vais chez Osso, avenue des Champs-Élysées. J'entre, galerie, garçon, qu'est-ce que vous voulez monsieur? Je dis, je viens pour lire un scénario à monsieur Osso. On m'avait surtout dit, ne le dépose pas, ils vont faucher l'idée et tu n'auras plus de nouvelles. Alors je dis, voilà, je viens lire mon scénario. Et le garçon me dit, attendez. Il revient, il me dit, il faut donner votre scénario, on ne le lit pas ici. Je dis, non, non. Un autre garçon arrive, Darbon, un type du cinéma, qui me dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je dis, ben voilà, j'ai un scénario, j'aurais le lire à monsieur Osso. Il dit, vous savez, monsieur Osso n'a pas le temps, on ne lit pas les scénarios. Ah, ben, je dis, attendez. Je vais m'en aller, il dit, attendez. J'attends, 5 minutes, je vois un petit gars arriver, il s'appelle encore Clouseau, il travaillait là-bas. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? J'ai dit, je voudrais
lire mon scénario. Il me dit, monsieur, on ne lit pas de scénario, donnez-le moi, je vais le donner à monsieur Osso, puis on vous écrira. Je dis, non, non. Il dit, bon, attendez. Alors, à ce moment-là, c'était le printemps, c'était joli, il y avait des hirondelles, c'était une très jolie fin de journée. Et à ce moment-là, je vois dans les portes qui s'ouvrent dans les couloirs. On est allé dire à tout le monde, il y a un énergumène, là, une espèce de grand type, qui veut lire un scénario à Osso. Alors ça passait, il y avait Gilles Weber, Serge Weber, il y avait il y avait les metteurs en scène, Liedwag, Carmine Gallone, Tourjanski, tout ça, ça passait, c'est celui-là, c'est celui-là. Et on me dit, surtout ne partez pas, restez, restez. Je dis, ça y est, ils vont me faire une blague. Et j'attends. Au bout d'une demi-heure, on me fait entrer dans un immense bureau. Il y avait monsieur Osso, qui était un grand magnat du cinéma, qui est encore un grand producteur, un homme charmant. Et tout autour de lui, il y avait tout le personnel littéraire et metteur en scène de la maison, en bras de chemise, et qui m'attendait en riant. Ça a été dur, hein? Je vous préviens, les jeunes, c'est difficile. J'entre, je m'assois et je dis tout de suite, monsieur Osso, je veux bien vous lire ce scénario. Il me dit, ben, asseyez-vous. Justement, je voudrais qu'on ferme la porte à clé pour ne pas être dérangé. Je vois les gens qui commencent à faire une drôle de tête. Il dit, bon, fermez, commencez. Je dis, je voudrais que vous demandiez à votre standardiste d'arrêter le téléphone. Je voudrais me donner une carafe d'eau avec un verre d'eau, je vais lire. À ce moment-là, j'ai vu tous les grands gars, les grands types du cinéma qui commencent à faire une drôle de tête, même monsieur Clouzot qui était... Et j'ai lu le scénario pendant 1 heure. Et je suis sorti de là avec un chèque barré, provisionné de 40 000 francs. Et je suis resté dans le cinéma. 40 000 francs, francs carrés. Eh bien, voilà, Je ne connaissais pas c'est vrai. cet extrait, c'est magnifique. Ah oui. C'est lui à 150%. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on a l'impression déjà d'entrevoir ce que peut être le personnage, même quand il est à la maison. C'est magique de le voir faire ça comme ça. En plus, parce que papa était tout sauf un menteur, je suis persuadé que c'est vrai. Ça a dû se passer exactement comme ça. Et il a fait des trucs... Quand il était journaliste sportif, il y a eu un grand événement qui a été la traversée de l'Atlantique en avion, non pas par Lindbergh, il n'avait pas encore fait, mais par... attendez, c'était l'oiseau blanc. Nagesser Récolli. Nagesser Récolli. Et donc, papa était à l'auto journaliste sportif, et son patron, qui était Henri Desgranges, lui dit, Henri, il faudrait que ils vont sûrement réussir le raid, il faut que vous soyez sur le coup, faites-moi un papier vibrant d'enthousiasme, racontez ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont surmonté, faites-nous pleurer, faites-nous chanter la Marseillaise. Donc, papa dit, d'accord, monsieur, vous aurez le papier ce soir. Et puis, il n'y pense plus. Puis, il se balade dans Paris, et puis il se retrouve rue de Rivoli. Et je vous ai dit qu'il aimait les jambes des femmes, et il voit marcher devant lui, sous les arcades, 2 jambes magnifiques. Il les suit, en se demandant quelle pouvait être la tête à qui appartenaient ces 2 jambes. Et tout d'un coup, il y a une des jambes qui se tord, il entend un petit cri. La femme s'était cassé le talon de sa chaussure, de son soulier, et s'était fait mal. Papa, qui avait un côté chevaleresque, qui cultivait avec bonheur, elle se précipite vers elle et lui dit « Je vous en prie, madame, mademoiselle, je vous en prie, mademoiselle, je vais vous aider, on va trouver un bottier, je vais vous commander une paire de chaussures tout de suite, je ne vais pas vous laisser en rade sous les rues de Rivoli, venez avec moi. » Et il cherche un bottier, il ne trouve pas, mais chercher un bottier, alors il la soutenait parce que, évidemment, avec un talon cassé, elle boitait, la pauvre chérie. Donc il la soutient. Et puis il se regarde de près, et puis à force de se regarder, il s'effleure du bout des lèvres, puis les lèvres s'entr'ouvrent, ça va de plus en plus loin, puis il y a un baiser, et puis le baiser entraîne « J'ai une chambre, dit mon père, à l'hôtel, là. Tu viens, on y va. » « T'es sûr, tu n'as rien d'autre à faire ?»« Non, j'ai rien. Non. » Donc ils montent, ils prennent la chambre, ils font l'amour comme 2 fous. La nuit passe, le jour revient, et papa regarde par la fenêtre, et qu'est-ce qu'il voit? La place de la Concorde, noire de monde. Il reconnaît des journalistes copains qui étaient dans la foule. Ils ne comprenaient pas trop bien ce qui se passait, mais tout d'un coup, il dit « Merde,
j'ai oublié Nagesser et Colli. Je vais me faire virer. Donc il fait ses adieux larmoyants à la pauvre chérie, et puis il décide d'aller voir Desgranges et s'excuser auprès de lui, en lui expliquant que qu'est-ce qu'on fait contre un coup de foudre, patron? Et il arrive au journal, il s'attendait à être hué, parce que c'était le seul journal qui n'avait pas parlé du raid de Nagesser et Colli. Raid qui avait été un échec, mais ça, mon père l'ignorait. Il était persuadé qu'ils avaient réussi leur coup. Donc, il ouvre la porte du journal L'Auto, et là, il y avait le rédacteur du journal qui l'applaudissent, qui l'a... « Bravo Henri, t'es formidable, t'es sensationnel !» Il dit « Pardon ?» Je croyais qu'au contraire, « Non, t'es formidable, Desgranges descend. » Il dit « Ah, ça, c'est un journaliste qui ne se laisse pas abuser. Tu es le seul à ne pas avoir raconté le raid de Nagesser et Colli. Tu es le seul. Et ils ne l'ont pas fait, leur raid. Toi, donc, tu es le seul à avoir... Le journal, grâce à toi, n'est pas tombé dans le mensonge, etc. » Il a trouvé que c'était une façon magnifique de le remercier. Et je trouve aussi que c'est beau parce qu'il y a quelque chose du destin. Mon père croyait bien au destin. Il ne croyait pas en grand-chose, mais le destin, il y croyait. Et là, le destin est parlé. Ah, il a été verni par le destin parce que... Oula! Franchement, on n'arrive pas à comprendre comment ce gamin misérable, livreur de lait à 8 ans, fait une carrière pareille partout. Partout. Vous avez vu sa tête, oui. Son côté heureux. Oui, aussi. Et puis on voit l'athlète que ça a oui. dû être. Alors, donc il rentre dans le cinéma, dans les circonstances qu'il a décrites, et donc il rencontre Daniel Darieux, donc comme vous disiez, elle a 16-17 ans, lui il en a 44, hein. Et les voilà partis ensemble, et ils commencent à faire un film, et puis Daniel Darieux commence à devenir vraiment la vedette montante, si bien que les Américains guignent sur elle, les voilà partis en septembre 1937, tous les deux, votre père et Daniel Darieux, pour un contrat de 7 ans avec les studios Universal. Alors, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est que l'époque et ce qu'est Daniel Darieux en 1937. Donc en 1937, elle a 21 ans. Quand elle embarque sur le paquebot, elle part avec 7 mâles cabines. Elle a 21 ans. Hein, 43 robes, 60 paires de chaussures, 27 chapeaux et une petite chienne écossaise. Flora. Voilà, Flora. Ça va pas du tout se passer comme prévu. Votre père a un droit de regard sur les scénarios. Il n'est pas question qu'elle tourne avec n'importe qui, et y compris avec n'importe quel partenaire, si bien que l'aventure tourne court, mais de leur propre initiative. C'est pas les Américains qui les renvoient. Ils rentrent au bout de 8 mois. Et le retour d'Henri Decoing et Daniel Darieux est un retour triomphal. C'est-à-dire que la presse est là, les badauds sont là. Il faut quand même imaginer ce que ça a été. Alors, est-ce que vous avez eu des échos de cet épisode de 37-38 ? Oui, parce que ça l'avait tellement marqué que ça, il le racontait volontiers. Les gens, le train transatlantique qui revenait du Havre, il s'était rentré avec le paquebot Normandie, le train transatlantique était arrivé gare Saint-Lazare, et tout le monde, tout Paris, attendait le retour de Daniel Darieux, qui était vraiment un coqueluche. Et papa m'a toujours raconté que les gens couraient sur le toit des wagons, qu'ils coupaient des morceaux de lanière des valises de Daniel en disant qu'ils allaient les faire cuire et les manger. Il y avait une espèce d'idolâtrie extraordinaire. Et là, il a compris qu'elle était vraiment une superstar. Mais comme on n'en a même pas idée aujourd'hui. Alors, il y a toujours la chienne Flora. Quelqu'un a vu donc que tout à l'heure... battement de cœur, oui. Battement de cœur. Ben, la chienne noire, qui est mignonne, c'est Flora. Ah, oui. Qui avait un défaut majeur, coûteux. En tout cas, elle mangeait les pendulettes de voyage. Notamment quand elles étaient des pendulettes carrossées par Hermès. Elle adorait ça. Donc, elle a coûté une fortune à mon père avec ses pendulettes de voyage. Et papa a toujours aimé les petits animaux à 4 pattes. Alors, ce qu'il faut dire quand même sur le culte voué à Darieux dans ces années-là, effectivement, la presse confirme ça. Quand on se plonge dans la presse de l'époque, on voit en effet qu'elle occupe une place considérable. Mais vous dites dans le livre que c'était pas gagné, c'est-à-dire qu'au départ, vous écrivez, elle avait un complexe d'infériorité à lui briser bras et jambes. Elle prenait l'univers à témoin qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Elle s'énervait, tapait des pieds, rouspétait, et enfin, surtout, elle pleurait.
Ce n'était pas de la comédie, et elle n'était pas triste, elle était simplement convaincue de ne pas pouvoir être, ni maintenant ni jamais, à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Et vous ajoutez, ça c'est du Didier Decoing, elle se trompait, c'était les films qui ne lui arrivaient pas à la cheville. C'est vrai. Mais il y a eu ça, il y avait vraiment qu'elle ne croyait pas en elle, qu'elle avait un... Non, c'était une fille extrêmement complexée, qu'elle n'a jamais été sûre d'elle. Elle n'a jamais su qu'elle était Danielle Darrieux, même dans ces moments de plus grande gloire. Elle se demandait ce qui lui arrivait, alors que papa prenait les choses en disant « je dois les mériter quelque part, même si je ne comprends pas pourquoi j'ai droit à tout ça ». Elle était d'une... Oui, je pense c'est une hypermodestie, mais presque d'une façon maladive. C'était une femme exquise. Elle avait un seul défaut. Elle a un caractère de cochon. Par exemple, elle disait « Henri, tu me réveilles demain, s'il te plaît, parce que j'ai un bout d'essai à faire. Ne me réveille pas au-delà de 8 heures. Mon petit déjeuner à 8h moins le quart. » Je me dis « D'accord, ma chérie. » Et à 8h moins le quart, il arrivait avec le plateau. Je posais sur les genoux de Danielle dans le lit. Elle ruait pour envoyer le plateau en l'air et inonder son pauvre mari de café bouillant parce qu'elle avait encore envie de dormir. Alors il dit, tu m'as dit de te réveiller. Oui, je te l'ai dit hier, mais ce matin j'ai envie de dormir. Tu aurais dû le comprendre. C'était une énigme pour lui. Mais leur voyage a quand même été très positif parce que papa a appris beaucoup de choses là-bas dans les studios Universal. Il avait effectivement demandé le droit de regard sur tous les films proposés à Daniel et surtout sur les acteurs qui allaient les interpréter. Il ne voulait pas que sa femme soit embrassée par quelqu'un qui ne l'approuvait pas. Ce qui fait qu'il disait systématiquement non au scénario qu'on lui proposait. Bien évidemment, il ne parlait pas un mot d'anglais. Les scénarios étaient en anglais, mais papa ne parlait pas cette langue-là. Il ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi. Il m'a toujours dit, je ne comprends pas pourquoi les Américains ne parlent pas français. C'est parce qu'écoute, il me dit non, je ne comprends pas. On est quand même un peuple extraordinaire. On a fait des choses magnifiques, nous les Français. Ils devraient parler français s'ils étaient intelligents. Je vais en déduire qu'ils sont idiots. Je ne peux pas. Et là-bas, quand il est arrivé ils avaient une villa somptueuse, un voilier, enfin, tout ce qu'on pouvait faire pour faire plaisir au mari, pour que l'épouse soit contente. Et, bon, parce qu'elle passait aussi son temps à rendre les... Non, Henri n'aime pas. Non, je suis désolé, Henri ne veut pas que je tourne ça. Henri ne veut pas que je travaille avec telle personne. Non. Et donc, lui, ne parlant pas anglais, incapable de lire le moindre scénario, no, il marquait no sur la page de couverture, sans donner d'explication. Mais en revanche, comme il s'embêtait comme un rat mort, sinon, il avait trouvé un truc, c'était d'aller sur les tournages des autres films, pas ceux de Daniel, parce qu'il en a tourné un seul qui était d'ailleurs pas bon, et regarder comment travaillaient les Américains. Et par exemple, quand il est rentré en France, il a découvert il a apporté l'idée, il avait découvert que quand on faisait une comédie aux États-Unis, les téléphones étaient blancs. Si c'était un film de gangster, les téléphones étaient noirs. Mais si c'était une love affaire, les téléphones étaient blancs. Il s'est dit, ça c'est formidable. Donc il est rentré, il a peint en blanc tous les téléphones de l'appartement, au Ripolin. Ça fondait, on s'en foutait partout. Mais il était content parce que c'était comme ça qu'il fallait que ce soit. Et il a appris énormément de choses à regarder. Et ce qu'il a essayé de m'inculquer, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder comment ça marche un tournage, comment ça marche le cinéma. Vous savez, c'est magique le cinéma. Je crois que c'est une des plus belles inventions que l'homme ait jamais faites. Et ça, il y tenait. Il voulait que je sois ébloui. Moi et les gens qui l'aimaient, ma sœur, maman, etc., il voulait nous éblouir avec. Et il est très bien arrivé. Alors, les films post 8 mois américains, en quoi vous pouvez voir, vous, qu'en effet, ce séjour très court aux États-Unis a quand même été extrêmement profitable, et pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. On a vu tout à l'heure Battement de cœur. En quoi, justement, Battement de cœur profite-t-il de ce qu'il a pu observer aux États-Unis ? D'abord parce qu'il y a des mouvements d'appareil, comme on dit.
la plupart des cinéastes ne se fatiguaient pas trop. Ils racontaient une histoire et ils comptaient sur les acteurs pour créer l'ambiance, etc. Papa avait compris qu'il fallait faire bouger la caméra pour emmener le spectateur, le regard du spectateur et le faire adhérer à un mouvement. Un film était un mouvement, une série de mouvements. Donc la plupart des films qu'il a fait après son retour des États-Unis étonnaient un peu par la mobilité de sa caméra. Il adorait... moi, j'ai toujours vu sur les plateaux où je suis allé avec lui, j'ai toujours vu installer des rails du travelling, alors que sur par exemple, regardez le cinéma de Bresson, qui est admirable, et que papa adorait parce qu'il trouvait que Bresson était un immense créateur cinématographique, il n'y a pas de travelling, champ contre champ. Et lui, papa, il fait qu'il tourne autour de son sujet, qu'il voyage. Il adorait. Et il n'aimait rien autant que quand il était en extérieur, faire des travelling avec la possibilité pour le réalisateur, le metteur en scène, d'être sur la caméra, d'être collé contre la caméra, de monter dans le ciel pour faire un mouvement de grue, de redescendre, etc. Ce côté kermesse hollywoodienne l'enchantait. Et là, il n'a pas inventé, mais il a aidé à promouvoir en France, voire peut-être même en Europe, une certaine dynamique dans l'image cinématographique qui a cessé d'être plan-plan et question-réponse. Lui, il faisait bouger les choses. Et je pense qu'il avait parfaitement raison. Et je sais qu'un film qu'il a trouvé sublime, au-delà du sublime, c'était Ben-Hur. À cause de la course de chars, l'histoire, il s'en foutait complètement, mais la course de chars, alors ça a été pour lui un choc émotionnel violent. Il aurait adoré, j'imagine, faire un remake de Ben-Hur, même si on lui avait mis des ânes à la place des pur sang qui tirent les chars. Ça bougeait. Il faut que ça bouge. Il fallait que ça bouge. Moi, il m'avait offert une petite caméra à 8 mm et les premiers films, entre guillemets, avec plein de guillemets, que j'ai produits, que j'ai fait, c'était la première communion de ma sœur, des trucs comme ça, bon. Et il était fou furieux parce qu'il me disait c'est pas du cinéma, ça, c'est rien du tout, c'est de la photo qui bouge. Ça bouge. Oui, mais c'est de la photographie. T'as rien inventé là. Au moins quand c'est l'anniversaire de ta sœur, il pourrait y avoir un typhon. Mais comment tu veux que je fasse un typhon avec une petite caméra Super 8 ? Tu te démerdes, c'est comme ça qu'on apprend à faire du cinéma. Et j'ai fait un tout bébé film que j'ai perdu évidemment, qui s'appelait Le Chant des Typhons, et qui était une série de goûters d'anniversaire qui étaient dérangés par des typhons. Alors j'avais évidemment, pour faire des typhons, j'avais des ventilateurs, des séchoirs, tout ce qui pouvait produire un flux d'air, et tout ça voltait, les gens avaient de la mousse partout. Papa trouvait ça sublime. T'as enfin compris ce qu'était le cinéma. Alors sur le couple Decoing-Darieux, ils vont faire 10 films ensemble pendant 20 ans. Leur couple ne va pas durer tant que ça, presque une dizaine d'années. Vous avez une très jolie image pour parler de leur séparation en disant que c'est comme un bateau qui quitte le quai tranquillement. Vous dites qu'il a eu 4 femmes et donc autant de divorces avant la 4e, et vous dites ça a toujours été aussi agréable qu'un mariage. Enfin, et il est resté proche de ces femmes-là. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que dans Battement de cœur, vous avez une théorie qui est tout à fait intéressante. Vous avez dit que ça avait été un triomphe, 52 semaines d'exclusivité, mais vous précisez dans votre livre que quand il est sorti en février 1940, ça n'a pas du tout marché. Il a bénéficié d'une ressortie plus tard, dans l'année 40, et là, ça a été un triomphe. Mais l'explication que vous donnez est tout à fait intéressante de l'échec du four en février 40 de Battement de cœur. Je ne me rappelle plus la raison que j'ai donnée, mais ça va être la bonne. Mais vous dites que c'était que le personnage de ces truands, de ces petits truands, de ces petits pickpockets, choquait beaucoup à l'époque parce que c'était... je vais vous dire, parce que j'ai la citation, on va dire, parce que l'école des voleurs... Vous dites ça ? Ça existait déjà dans un livre de Dickens. Voilà, vous dites Battement de cœur sorti dans les premiers jours de février 40 comme prévu. Le succès ne fut pas au rendez-vous. La presse reprochait au film l'image débilitante qu'il donnait de la France, tous ces voleurs.
et ces gamines aguicheuses en rupture de maison de correction. Et tous présentés comme des gens charmants en plus. Ah, ce n'était pas avec cette jeunesse-là qu'on allait gagner la guerre. Ce qui est frappant aussi quand on regarde Battement de cœur, c'est le goût qu'a toujours eu votre père pour l'élégance, pour le luxe, le raffinement. Et c'est vrai que là aussi, c'est stupéfiant quand on pense à ce gamin qui arrive de la rue. Comment vous expliquez Et en plus, il maîtrise parfaitement les codes de l'élégance. Il avait du goût. Il avait beaucoup de goût. Il était très, très ami avec des grands couturiers comme Balmain et Jacques Fath. Surtout Jacques Fath, qui était vraiment, pour lui, un inspirateur. Il faisait faire les robes de maman, sortait de ces grands couturiers. Il savait très très bien, une femme mettait un manteau, et il avait la main pas baladeuse, mais qui arrangeait un pli, qui n'allait pas, et ça tombait juste tout d'un coup. C'est quelqu'un il supportait pas la laideur ou l'approximation. Si on faisait quelque chose, il fallait que ce soit magnifique. Sinon, ça ne valait pas la peine de le faire. Et lui-même s'habillait... il avait son petit chapeau pied de poule qu'il mettait sur une oreille. C'était un personnage fascinant. Mais vraiment, le mot le verbe fasciner, comme l'oiseau est fasciné par le serpent, sauf que là, le serpent était un amour. Parce qu'il nous aimait, il aimait sa famille et il voulait nous donner le maximum. Et il avait découvert des choses derrière l'écran. Et il voulait qu'on les comprenne et qu'on les vive à notre tour. Mais les vacances avec mon père, c'était inouï. Je donne un autre exemple. Un jour, j'étais en classe j'étais en 5e, je crois. C'était le vendredi soir. La cloche sonne, fin des cours. L'école est finie, comme dirait Sheila. Et papa vient me chercher avec... une de ses folies, c'est des grosses voitures américaines. Et je monte dans la voiture et il me dit... Je lui dis, attends, merde, je crois que j'ai oublié mon cartable. Il dit, non, ils sont fous, t'as pas besoin de ton cartable. Mais si, parce que j'ai un truc à rendre lundi. Non, tu ne le rendras pas lundi, de toute façon. Tu ne seras pas là lundi. Ah bon, je serai où lundi? Bah, tu seras à Saïgon, comme moi, comme ta mère, comme ta sœur. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais tourner un film qui se passe là-bas, donc j'ai loué une jonque sur le fleuve. Et donc, voilà, on part ce soir. On a un avion à 23h, je sais pas quoi. C'est extraordinaire de vivre ça. Malheureusement, il y a eu la dévaluation de la piastre et le film ne s'est pas fait. Mais il avait trouvé le moyen d'offrir un jouet magnifique. Oui, et puis vous racontez qu'il était venu vous chercher un jour à la sortie de l'école et pour vous faire déguster une pizza, il vous avait embarqué en avion et vous étiez allé la manger à Rome le soir même. Absolument. Oui, c'était de la haute fantaisie, comme on peut parler de haute voltige, mais c'était une fantaisie qui était toujours axée vers le bonheur des gens avec qui il la partageait. Alors en 1952, il tourne La vérité sur Bébé d'Ange et il se trouve que vous êtes là encore sur le tournage, mais c'est à la Victorine et vous avez 7 ans. Il vous interdit d'assister au tournage, mais vous racontez que tous les soirs, il vous raconte le film, ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de La vérité sur Bébé d'Ange ? Bébé d'Ange, il l'a tourné au studio de la Victorine à Nice. Et donc, on s'était installé, c'était évidemment... Il avait exigé que sa femme, ses enfants, le chat, etc., que tout le monde suive le mouvement. Donc, il avait loué une sublime villa qui donnait sur la mer. Et malheureusement, moi, j'ai attrapé la coqueluche. Donc, je toussais comme un perdu. Et il a refusé que j'aille sur le plateau, évidemment, à cause du son. Mais il avait trouvé autre chose. C'est que quelqu'un lui avait dit que la coqueluche, ça se guérissait quand on faisait un voyage en avion, à cause de la différence d'altitude, de je ne sais pas quoi. Il avait enfourché ce dada et il cherchait partout autour de Nice un petit aéroclub où quelqu'un pourrait emmener son fils coquelucheux, et je toussais vraiment comme un perdu, pour que ça me passe. Donc j'ai volé au-dessus de la baie des Anges. C'était extraordinaire, un petit avion... Maman était folle de rage parce que tout ce qui bougeait, les autos, les avions, les skis, tout ça lui faisait une peur terrible. Il disait, Henri, tu veux tuer ton fils? Non, je veux qu'il cesse de tousser, c'est tout. Et il va cesser de tousser après ce voyage en avion.
Je suis revenu sur le sol, je toussais toujours autant, mais j'avais découvert une chose, c'était formidable d'avoir des ailes et de se prendre un peu pour un oiseau. C'est des trucs comme ça qui ont parsemé ma jeunesse et qui ont fait que ça a été... j'ai toujours eu un peu de gêne à le dire, mais c'est pourtant la vérité. J'ai été l'enfant le plus heureux du monde. Aujourd'hui, il est bien porté de dire mes parents étaient des salauds, mon père a voulu me violer, ma mère, etc. Mais moi, non, je suis désolé, moi, c'était le contraire. Moi, j'ai vécu un conte de fées. Ouais, vous avez vécu un conte de fées avec un personnage exceptionnel, quand même. Oui, mais mon magicien de père, car c'était un magicien quelque part. Il adorait d'ailleurs assister à des spectacles de magie. Il croyait deviner les tours des magiciens, bien évidemment, se tromper, mais il disait, je vais le refaire. Il le ratait à tous les coups, mais il était heureux comme ça, voir des choses qui n'existaient pas. Alors en plus, il fait tourner quand même les plus grandes vedettes de l'époque, et sur La Vérité sur Bébé Donge, donc il y a de nouveau Daniel Darieux, et il y a Jean Gabin. On a retrouvé là encore une archive où votre père parle du travail avec Jean Gabin et de l'aura et de la forme très particulière qu'a Jean Gabin de travailler avec les metteurs en scène. C'est l'extrait numéro 2, s'il vous plaît. Gabin, c'est Gabin. Il sait ce qu'il est, il sait son personnage, le travaille, l'améliore, l'impose au public. Et quand le film passe sur les écrans, ce n'est pas le film que le spectateur va voir, mais Gabin, seulement Gabin. En arrivant au guichet, en payant sa place, le spectateur sait qu'il en aura pour son argent. Parce que Gabin, c'est un spectacle, une attraction. 9 fois sur 10, ce n'est pas le metteur en scène qui dirige Gabin, mais Gabin qui dirige le metteur en scène. Écoutons-le. Il feuillette son scénario, puis il dit, à la page 19, là il y a une réplique qui passe pas, elle me reste dans les dents, je la coupe. Voilà Gabin. Ou alors, le metteur en scène dit, maintenant Jean, tu vas à la fenêtre, rapidement, tu l'ouvres, tu regardes dans la rue, tu la refermes précipitamment, les flics sont en bas. Gabin ne bronche pas. Mais il y a 2 mots là qui ne lui plaisent pas, rapidement et précipitamment. Et le metteur en scène enthousiaste dit, allez Jean, on répète. Alors Jean se lève, va à la fenêtre, doucement, entraînant les pieds, ne l'ouvre pas, regarde dans la rue, se gratte la nuque, se tourne vers la caméra et dit, ça y est, on peut tourner, je suis prêt. Voilà Gabin. Son style, c'est la lenteur, la pesanteur, le jeu intérieur, avec une avarice de gestes, de mouvements, qu'aucun autre acteur ne possède. C'est un peu le Lucien Guitry du cinéma. C'était un fabuleux acteur, Gabin. Et l'entente entre Henri Decoing et Jean Gabin a été totale. Parce qu'ils étaient réunis par une passion dévorante, c'est le mot qui convient, ils aimaient la bouffe. Une soirée où il n'y avait pas 3 dîners n'était pas une bonne soirée. Donc ils prenaient leurs agendas, ils étaient invités par X, oui j'y vais, à quelle heure? Venez vers 20h, Henri. D'accord, je serai là à 19h30, parce que moi j'aime bien. Et puis après, ils prenaient un autre dîner, etc. Et c'était ingérable leur truc. Et Gabin pouvait s'en piffrer, comme j'ai jamais vu quelqu'un manger. La seule personne qui lui ait fait concurrence, c'était une valeur naissante, c'était Lino Ventura. Ventura avait une technique à lui pour couper le gigot qui mettait Gabin dans des états de rage parce qu'il ne savait pas le faire. Il considérait qu'effectivement c'était meilleur. C'est-à-dire qu'il ne coupait pas en tranches comme ça, il coupait comme ça. Des grosses parts de... Les gens qui faisaient cuire des gigots dans la préhistoire, ils bouffaient comme ça. Et ils ont été très très copains, Ventura et Gabin. Et alors, Gabin était admiratif parce que papa avait fait de la boxe. Et il lui disait toujours, montre-moi des coups. Alors papa lui disait, un uppercut, un direct du droit, du gauche, etc. Et un jour, on était sur un plateau, c'était pour un film qui s'appelle, je crois, Pourquoi viens-tu si tard, avec Michel Morgan et Henri Vidal. Et Henri Vidal devait donner un coup de poing à un type, et puis le type tombait KO. Vidal, qui était un gentil, essayait, mais ça passait à côté.
papa lui dit, écoute, je vais te montrer comment on fait. Il dit, Gabin, Jean, viens voir, regarde. T'apprends quelque chose là. Tu dois taper là, pile là, tu vois. Je te montre. Et papa prend son propre poing, fait ça, et se met KO. Il tombait de toute sa hauteur dans les pommes, et on a eu du mal à le ranimer. Alors ça, Gabin, il avait trouvé ça prodigieux. Parce que c'était pas un truc d'acteur, ça. Ça, c'était la vraie vie. Oui. Il aimait tellement les salles de cinéma, parce qu'il aimait le cinéma, mais il aimait beaucoup les salles de cinéma, que vous racontez que vers l'âge de 70 ans, il s'était mis en tête de vouloir acheter un cinéma à Beaugency. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer pourquoi Beaugency ? Ah ben ça, Dieu seul le sait, encore il se tâte. Je me rappelle qu'on roulait, on partait en vacances, on revenait de vacances, je ne sais plus. On passe par Beaugency, papa voit une façade de cinéma. Il dit, tiens, je vais acheter ce cinéma. Maman lui dit, mais attends, il n'est peut-être pas à vendre, Henri, ne dis pas n'importe quoi. Non, mais si, mais moi, si j'ai envie d'acheter ce cinéma, je mets l'argent sur la table et j'achète ce cinéma. Donc il est entré dans le cinéma, il a dit, est-ce que votre cinéma est à vendre ? Non, monsieur, vous êtes monsieur Decoing ? Oui, mais je vous demande pas ça, on s'en fout de qui je suis. Est-ce que votre cinéma est à vendre ? Non, il marche bien. Et il était reparti fou de rage. Je ne comprends pas ces gens. Je leur offre d'acheter leur cinéma et ils ne veulent pas me le vendre. Alors, pourquoi ils voulaient ce cinéma-là ? Eh bien, j'en sais rien. Il n'a jamais été fichu de nous donner une explication, mais il voulait ce cinéma à Beaugency. Et pendant des semaines, après l'échec de l'achat, il s'amusait à faire des... Enfin, il s'amusait, c'était sérieux pour lui. Il faisait des programmations. Il programmait des films, qui n'étaient pas les siens, naturellement, qui étaient des films du répertoire, qui étaient des films déjà d'art et d'essai. Et il disait, voilà, moi je projetterai ça et les gens sont contents. Il avait l'amour des spectateurs aussi, et un grand respect pour le spectateur. Alors, vous rappelez évidemment ce qu'on savait, c'est qu'il a été très attaqué, vilipendé par les jeunes Turcs de la critique à l'époque de la Nouvelle Vague, et en particulier évidemment par le flingueur en chef qui était à l'époque François Truffaut, qui se nommait la Truffe. Alors il n'était pas le seul, hein, mais il était au milieu de tout un wagon de très grands cinéastes qui ont été vraiment descendus à cette époque. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons de son purgatoire ? Parce que ces films sont des classiques, et en même temps le nom d'Henri Decoing n'est pas à la hauteur où il devrait être par rapport au travail, enfin à l'héritage cinématographique qu'il a laissé. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons de son purgatoire, ou il y en a une autre ? Comment vous expliquez ce purgatoire un peu persistant et assez navrant qui entoure son souvenir ? Je l'explique par la diversité des thèmes qu'il a choisis pour faire ses films. S'il avait une ligne, j'évoquais Bresson tout à l'heure, Bresson, vous reconnaissez un film de Bresson, d'entrée de jeu, entre Battement de cœur et La vérité sur Bébé Donge, il y a un abîme, il y a un gouffre. L'une est une comédie adorable, l'autre est une tragédie d'une noirceur absolue. Donc, il étonnait les gens, et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a connu cette... Mais il y a de plus en plus de gens, heureusement, je m'en réjouis, vous pensez bien, qui le remettent. Notamment, il y a quelqu'un qui a été formidable, qui était Bertrand Tavernier. Bien sûr. Il nous avait fait un cadeau à Lyon magnifique, de faire une rétrospective Henri Decoing. Il a repassé des vieux films de papa et il les présentait avec une vraie amitié. J'étais très, moi... C'est pas facile d'être le fils de quelqu'un. Surtout de ce quelqu'un-là. Surtout de ce quelqu'un-là, oui. Parce qu'on voudrait qu'il soit au paradis, on voudrait qu'il soit considéré comme le meilleur. Moi, je le décortique. Alors, grâce à Dieu, maintenant, grâce à Internet, on peut décortiquer les films. J'avais vu, je ne sais pas combien de fois, Battement de cœur. Et sachant que je venais à Pessac, je l'ai vu encore une fois en allant le chercher sur une plateforme, et je l'ai vu en essayant de faire abstraction de mon plaisir de spectateur, voir techniquement comment il avait fait. C'est vachement bien fait. Oui, c'est vachement bien fait. Mais il ne supportait pas qu'on dise qu'un film était bien fait, comme il ne supportait pas qu'on dise qu'un livre était bien écrit ou qu'un gigot était bien cuit. C'était la moindre des choses.
mais il avait des trucs, des techniques, c'était très fort. Hein. Alors je crois que c'est ça qui a fait qu'il a passé un purgatoire qui était long, qui a encore des bribes de temps en temps. J'ai revu, justement l'autre jour, je regarde sur Internet ce qu'on disait de La vérité sur Bébé Donge, et il y a un journaliste qui, je respecte évidemment son point de vue, mais qui disait que si il n'y avait pas eu de flashback dans La vérité sur Bébé Donge, ça aurait été le meilleur film d'Henri Decoing. Malheureusement, il y avait ces flashbacks. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'était la base de tout. Mais c'est n'importe quoi de dire un truc pareil, parce que précisément, c'est le secret de ce film est dans ces oui, c'est des flashbacks, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai que ça l'a discrédité, le film. Ah oui. Quand il est sorti au Biarritz, les gens comprenaient. Les flashbacks, c'était très novateur. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. On est quand? On est maintenant, on est hier, ils comprenaient mal. Et Papa jonglait, il est formidablement bien monté, le film. Le scénario de Maurice Auberger est une petite perfection, une vraie machine précise, mouvement d'horlogerie. C'est l'histoire d'un cœur qui bat. Alors, il y a des battements du passé, il y a des battements du présent. Si on enlève les flashbacks de La vérité sur Bébé Donge, c'est plus La vérité sur Bébé Donge. C'est peut-être un bon film, j'en sais rien. Et surtout en plus avec la mais c'est pas le même. Et en plus avec la métamorphose de Bébé Donge aussi. Ouais. Enfin, qui est, Alors, vous disiez qu'il avait fait des films très hétéroclites. Moi, il y a un film que j'aime beaucoup de lui, qui est Au Grand Balcon. Vous disiez que dans le livre, vous dites, au fond, il aura été cinéaste et aviateur. Et il a fait un film tout à fait étonnant qui s'appelle Le Grand Balcon, et donc qui est sur l'aventure de l'aéropostale. Et Le Grand Balcon est un hôtel mythique à Toulouse qui est proche du Capitole, où étaient regroupés tous les pilotes quand ils devaient partir le soir et tout ça, et qui était tenu par une tenancière rigoureuse sur les mœurs des pilotes. Et je voudrais qu'on passe un extrait, c'est le prologue du Grand Balcon, qui moi je trouve avec joie, oui. Voilà, qui est une pure merveille. Vous allez voir, le texte est absolument magnifique. Il est dit par Pierre Freinet, et c'est le prologue du film avant le générique. Chaque heure, presque chaque minute, de jour et de nuit, sous le soleil et les étoiles et la pluie et la neige et l'ouragan, de l'équateur aux deux cercles polaires se posent et décollent des avions géants. De nuit et de jour, il n'est pas un seul instant où s'arrête à travers les espaces célestes le grondement des moteurs, le vol des hommes. Les lignes aériennes tissent leurs navettes infinies autour du globe. De toutes ces lignes, la France possède la plus belle, en date, en sacrifice, en légende, en étendue. Air France relie les 6 continents. Son réseau compte 200 000 km. L'année dernière, 600 000 passagers, des milliers de tonnes de fret et 1 milliard de lettres ont été transportées. 1 milliard de kilomètres ont été parcourus. Cela représente 300 mouvements d'avions par jour. Chiffres, régularité, sécurité, agrément, tout dépasse l'imagination. Or, il y a 30 ans à peine, rien n'existait. Il y a 30 ans à peine, pas à pas, vol à vol, mort par mort, l'aviation commerciale venait au monde. Et la première grande ligne de ces temps héroïques, la première à joindre 2 continents, fut une ligne française. Le film que vous allez voir a pour dessein de peindre sa naissance déjà fabuleuse. Mais ce film n'est pas un document ni une chronique. Il ne vise pas à relater l'histoire de la ligne ou à faire revivre comme des doubles authentiques les hommes qui l'ont faite. Il a pour seule ambition de ressusciter et fixer la démarche, l'atmosphère et l'esprit d'une entreprise sublime. C'est son unique vérité. J'aime aussi énormément. Merci parce que je l'adore, ce prologue. Moi aussi. Mais oui, pourquoi vous? C'est des vrais avions. Et on est en 49. Hein. Ouais. On voit encore que c'est des avions qui sont pas... Les tôles ne sont pas soudées, c'est riveté. Et les ambiances aéroportuaires aussi.
qui sont... D'ailleurs, dans beaucoup de films, Razia Solnachnouf notamment, ça commence par l'aéroport d'Orly. Papa aimait beaucoup ouvrir sur un instrument du voyage. Alors, il avait fait un film qui s'appelle « Je suis avec toi », où il y a un transatlantique. Mais un gros transatlantique. Et donc, il avait dit à la production, je veux reconstituer en studio un transatlantique. Le producteur avait dit, ça va coûter la peau des fesses. Papa dit, aucune espèce d'importance, ça va être beau. Mais ça va durer combien de temps, cette séquence? Oh, je ne sais pas, quelques secondes. Ils ont mis 8 jours pour construire la maquette grandeur nature d'un super paquebot, qui était l'île de France, je crois, pour effectivement très très peu de temps, puisque c'est Yvonne Printemps qui joue, elle monte à bord et puis elle en redescend. Donc c'est tout. Mais il voulait ça, ce côté... les wagons-lits aussi l'ont fasciné. Jamais il ne se déplaçait quand il prenait le train, c'était forcément un wagon-lit. Et alors il laissait la fenêtre ouverte du compartiment de son... Parce que non seulement il y avait le bruit de tac-tac-tac-tac des rails, mais il y avait l'odeur de la vapeur, le charbon de la locomotive qui l'enivrait. Il a toujours regretté, il a eu des regrets dans sa vie. Il aurait aimé faire La Bête humaine, d'après Zola. Parce que là, tourner sur une locomotive, ça l'aurait enchanté. Les deux choses, il y avait ça et puis l'autre, qu'on retrouve dans plusieurs de ses films, c'est la passion qu'il a eue pour le caractère de... Ah merde, comment ça s'appelle de Flaubert, Madame Bovary. Il a idolâtré Madame Bovary tout en la haïssant parce qu'il l'a trouvée stupide, mais en même temps, il disait c'est quand même une femme formidable. Et il a fait un film très intéressant qu'on connaît mal, qui s'appelle Retour à l'aube, qui se passe en Hongrie, qu'il a tourné en Hongrie, et qui est un de ces films que je préfère, où l'héroïne, qui est la femme d'un chef de gare, une petite gare où les trains ne s'arrêtent pas. C'est trop près de la capitale, trop près de Budapest, il brûle l'arrêt, il continue. Et elle se dit que ce serait bien, si un train pouvait s'arrêter, je monterais à bord et j'irais à Budapest avec un grand express. Et c'est ce qui va arriver. Et maintenant, elle va se brûler les ailes à Budapest, ça va mal se terminer pour elle, mais elle va revenir comme la pomponnette dans le film... Comme du boulanger. Voilà. C'est un très beau film où le rail, le chemin de fer, ses horaires, ses exigences sont vraiment mises en valeur. Il n'est pas très connu, ce film. Vous voyez, parler du purgatoire, en fait, si je souffre de quelque chose, c'est de ne pas pouvoir mettre en valeur certains films dont je sais que mon père les aimait particulièrement. Dont on me dit oh, c'est pas du grand de coin. Ça, c'est un point de vue. Je sais ce qu'il avait derrière la tête quand il les a tournés. Je sais ce qu'il voulait faire. Il y en a un autre comme ça qui est peu connu, qui s'appelle Maléfice, avec Juliette Gréco, Jean-Marc Bory et un guépard, et qui se passe à Noirmoutier. Et où le Goua, le fameux, il n'y avait pas de pont à l'époque, le Goua a une importance considérable parce que c'est le destin. Alors, papa avait voulu le faire absolument en scope noir et blanc et l'habiller d'une musique, comment on dit, sérielle, c'est-à-dire il n'y avait pas de... La partition, il n'y avait pas c'est très étrange, c'est Pierre-Henry qui a composé ce qui a écrit Symphonie pour un homme seul, etc. Et c'est un film qui est extrêmement intéressant, un film sur le diabolisme, sur l'envoûtement, et qui va bien, qui se marie bien avec l'ambiance du Goua. Alors, puisque vous parlez du purgatoire et que là vous insistez sur le côté vraiment hétéroclite de son œuvre, pourquoi vous avez écrit ce livre si tardivement ?
ce merveilleux livre, qui est vraiment un petit livre, hein, mais une pure merveille. Et vous parliez de mère et fils, ben là c'est père et fils. Pourquoi si tardivement? La vérité, c'est que je savais, dès l'instant où papa a commencé à être malade gravement, où je savais qu'il vivait ces derniers mois, bon, je me suis dit, j'écrirais sa vie, son histoire et tout. Et puis, bon, puis il est mort. Et je me suis retrouvé en face d'une impossibilité qui était d'abord... Il avait jeté tous les documents qui auraient pu m'aider à écrire le livre. Heureusement que j'ai eu ma femme qui est allée puiser dans les mairies et dans les bibliothèques pour retrouver des archives. Et puis surtout, le vrai problème, c'était de me dire, c'était un homme qui était différent des autres. Comment montrer son côté comédien, son côté jubilatoire, son côté ludion, son côté tout joyeux, etc. Alors qu'il a filmé des choses graves, qu'il a connu des choses graves. Quand on vous dit que vous entrez, quand il s'est engagé dans l'aviation et qu'on lui a dit vous avez 10 jours à vivre, et pourquoi 10 jours? Parce que le 11e jour, vous serez mort. On ne fait pas plus de 10 jours dans l'aviation en 1916. Donc c'était grave, mais il le prenait avec une sorte de sourire désarmant, comme s'il était en face du diable et qu'il lui dise « Je vais t'apprendre la vie, toi, espèce de crétin ». Il n'aimait pas le diable. Il n'y croyait pas, mais il ne l'aimait pas. Et si jamais il existe, faire un film sur ce connard. Je dis, pourquoi tu dis qu'il est bête? Il est fort, il nous persuade qu'il n'existe pas. C'est génial, ça, comme... Il dit, non, il ne sait pas faire mal. Les hommes savent faire mal, mais le diable, non. Non, il règne au-dessus de son enfer, mais c'est une chauve-souris, il ne sait pas faire mal. Il voulait tourner un film avec vous, il voulait que vous travailliez ensemble. Le cancer l'a rattrapé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il souhaitait faire avec vous et ensuite, est-ce qu'il aurait aimé que vous preniez sa suite, que vous soyez vous-même cinéaste? Alors, il aurait adoré que nous fassions un film ensemble, que je sois son premier assistant. C'était une idée qu'il avait, moi, elle m'enthousiasmait évidemment. Donc il avait trouvé un livre, j'ai oublié le titre, mais je l'ai mis dans le... Oui. C'est pas les mauvaises fréquentations? Oui, j'ai oublié moi aussi, mais vous donnez le titre, oui. De Louis C. Thomas, qui était une belle histoire, et on a commencé à le préparer ensemble. C'est-à-dire que comme il était quand même très, très, très fatigué, il avait tendance à tirer trop sur la ficelle, je m'occupais des repérages, des décors, etc. Et puis, bon, ça s'est pas fait. Est-ce qu'il aurait aimé que je sois metteur en scène? C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce qu'un jour, il m'a dit, je devais avoir 18 ou 19 ans, et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je dis, évidemment, comme toi, papa. Dire moteur et dire coupé. Ben, il me dit, tu as tort. C'est une très mauvaise idée. Le cinéma a beaucoup changé depuis le temps que je le pratique. Aujourd'hui, si tu veux faire un film, il va falloir que tu attendes 3 ans, 4 ans, que quelqu'un consente à te donner quelques sous pour le faire. Non, ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est plutôt d'écrire. Tu devrais écrire. Parce que ça ne coûte rien. Tu vas voir un producteur et tu lui dis, alors, mon film commence, c'est un porte-avions qui coule. Oh, sortez de mon bureau, jeune homme. Ça coûte beaucoup trop cher, je ne peux pas vous financer ça. Mais tu vas voir un éditeur, tu lui donnes un manuscrit, tu dis, alors, ça commence par un porte-avions qui coule. Personne ne t'en voudra parce que ça ne coûte rien. Un stylo bille, une feuille de papier, et tu écris, mon porte-avions coule, et voilà. Donc il me dit, c'est ça plutôt que tu devrais faire. Donc c'est plutôt ce que j'ai suivi son conseil, c'est ce que j'ai fait, avec lancinant quand même le regret de ne pas avoir pu diriger. Diriger un film, c'est fabuleux. C'est faire naître quelque chose qui n'existe. Là où il n'y avait rien, c'est faire naître quelque chose auquel un théâtre entier croit. Enfin, c'est ça qui est magnifique dans le cinéma. Il n'y a rien au départ. Même encore maintenant où on fait on est en numérique.
C'est-à-dire, il n'y a même presque plus il n'y a plus de super pellicule. J'ai connu l'époque des papas, on faisait du cinéma sur de la pellicule. Montage, etc. On prenait des risques, il y avait le montage du négatif. Si la monteuse se gourait, ça pouvait être très très grave pour le... Alors, 2 dernières questions. La première, c'est, est-ce que vous avez trouvé, vous avez cherché, mais est-ce que vous avez trouvé la raison de ce génie? Parce que moi, je suis obsédé par ses origines et par l'absolue maîtrise, le côté magistral quand même de tous ces films. Et c'est quand même très, très, très réussi, très fort. Où est-ce qu'il est allé chercher cette énergie, cette source culturelle? Parce qu'il y a aussi une maîtrise de tous les codes culturels chez lui, y compris de l'élégance. Mais où est le mystère, Henri Decoing? Le secret, je crois que c'est dans sa générosité, parce que papa était quelqu'un de généreux, et il pensait que le cochon de payant, comme on disait à l'époque, il entrait dans un cinéma, qui avait payé son billet, un metteur en scène n'avait pas le droit de le décevoir, ni les acteurs. Mais enfin, le maître du jeu, c'était quand même le réalisateur, le metteur en scène. Et donc, c'était, je crois, dans cette volonté de donner au spectateur ce qu'il était venu chercher, qu'il a travaillé. Il adorait aller dans une salle de cinéma où on passait un de ses films, incognito, s'asseoir parmi les spectateurs et voir comment ils réagissaient. Ça, c'était quelque chose qui le séduisait, qu'il faisait tout le temps d'ailleurs. Ou alors il m'envoyait. Tiens, va à la séance de 15h. Elle est dure, cette séance-là. Alors je ressortais, j'ai dit, ben écoute, je crois que les gens ont bien aimé. Non, tu peux pas croire. Tu as vu leur tête, non? Ils avaient l'air contents, ils avaient l'air heureux. Ben, papa, c'est un film triste. Oui, mais on peut être heureux quand on est triste. Je crois que c'était ça. La vie lui avait beaucoup donné, et donc il voulait rendre un tout petit peu de ce qu'elle lui avait donné. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le cinéma d'Henri Decoing si on ne comprend pas sa générosité, qui était totale. Totale. Il se serait ruiné pour faire plaisir à quelqu'un. Vous avez hérité quoi de lui? Pardon? Vous avez hérité quoi de lui? J'ai hérité la joie de vivre, la joie de faire des choses, et peut-être aussi moi aussi j'ai tendance à avancer la main et à prendre ce qui m'est proposé. Et ça c'est bon. C'est bon quand vous faites des rêves. Le prix Goncourt, par exemple, j'avais rêvé de l'avoir, mais quand je l'ai eu, j'ai compris que je venais de réaliser un rêve, et voilà, j'étais comblé. Papa était comblé par beaucoup de choses, y compris des choses bassement matérielles. Sa passion des tondeuses à gazon, comme c'est Dubois, l'auteur français qui met des tondeuses à gazon dans tous ses romans. Oui, c'est Dubois. Et papa adorait les tondeuses. Le jour où est apparue la première tondeuse à moteur autotractée, c'était une Atco, c'était une marque anglaise. Il est allé en acheter une tout de suite. Et il est resté des heures à la regarder, à la bichonner, à la faire rugir. Et puis enfin, il a fallu qu'elle coupe de l'herbe. Mais ce n'était pas ce qui l'intéressait le plus, c'était le fait qu'elle ait les jouets, les chouchous. Encore une fois, la place où on attendait 3 télégrammes. En tout cas, vous avez gardé de lui le côté conteur. Pourquoi pas, j'espère. J'espère, il racontait formidablement bien. Et vous adorez raconter, vous aussi. Mais j'aime qu'on me raconte des histoires d'abord. Si je vais au cinéma, c'est pour qu'on me raconte une histoire que je ne connais pas. Même quand il s'agit d'une biographie. Je connais l'histoire de la personne, etc. Mais la façon dont on va me la raconter m'enchante. Ça m'est égal de connaître la fin. Ça ne me gênerait pas du tout de m'asseoir en regardant un thriller et que ma voisine ou mon voisin de fauteuil me dise « Hey, c'est le boulanger qui a tué ». Ça ne me gêne pas du tout, ça. Je vais regarder comment il arrive à cette conclusion-là.
Une histoire, c'est pas forcément un mystère. Une histoire, c'est une succession de choses qu'on connaît ou qu'on devine, qui sont masquées ou qui sont évidentes. C'est beau, une histoire. Et raconter des histoires, alors c'est le cinéaste, le metteur en scène de théâtre aussi, ou de l'opéra. J'adore l'opéra. Même si je ne comprends pas ce qu'ils disent quand ils chantent. Mais c'est aussi le romancier. C'est aussi le romancier. C'est aussi le romancier. Alors, par exemple, là, j'appartiens à l'Académie Goncourt. Quand je dis que je lui appartiens, c'est pas faux comme image, parce que qu'est-ce qu'elle nous bouffe. Et là, actuellement, on est dans la période où les livres arrivent. On va recevoir 400, 500, qu'on est supposé avoir lus pour le mois de septembre. C'est totalement impossible. Mais j'en aurais, moi, reniflé une bonne partie. Et parmi mes collègues de l'Académie, ils en ont eux aussi reniflé une partie. C'est un moment sublime. Dans 3 mois, je vais dire, j'en ai marre, j'en peux plus de lire des bouquins, puis il y en a de mauvais. Mais ouvrir un livre, pas savoir ce qu'il y a dedans, et se laisser emporter, c'est sensationnel. Alors, un dernier mot, vous êtes venu à Pessac aussi, et vous allez signer votre dernier roman qui vient de paraître. Mais Pops, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, puisque vous allez pouvoir signer ensuite. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce fait divers, puisque vous avez écrit plusieurs livres, plusieurs romans sur des faits divers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fait divers-là qui s'est passé en Caroline du Sud? Je voudrais d'abord dire qu'il y a un hasard extraordinaire, c'est qu'il fait aussi chaud à Bordeaux qu'il fait chaud dans ce livre, qui se passe en Caroline du Sud. C'est un État du sud des États-Unis et qui est réputé pour les touffeurs et la chaleur étouffante qu'il y fait. Et moi, mon décor, c'est une ville qui n'est pas une ville. C'est un semis de maisons, de petites entreprises, scieries, plantations de coton, etc., partagées entre les Blancs et les Noirs, et qui se font pas la guerre, qui s'aiment bien, sauf il y a des cons partout. Et il y a notamment quelques imbéciles graves qui vont faire d'un fait divers qui aurait dû être rien du tout, qui est deux jeunes filles blanches, 2 petites filles, 8 ans, 11 ans, sont retrouvées mortes dans une sorte de marigot. Et elles ont subi des blessures au visage répugnante. Et immédiatement, la police, le shérif, se tourne vers un petit garçon noir, c'est important qu'il soit noir, de 14 ans, et qui s'appelle Georges, et va décider que c'est lui le coupable. 14 ans. Et à partir de là commence, et ça va à toute vitesse, le calvaire de ce petit Georges Stinney Junior. Il va avoir droit, entre guillemets, à un procès. On l'amène au tribunal dans une cage. Parce que on ne sait jamais, un enfant de 14 ans, ça peut être terriblement méchant. Ça peut mordre, ça peut griffer, on ne sait pas ce que ça peut faire. Donc, et son procès va durer, ça va être rapide, 10 minutes. 10 minutes pour expliquer comment il est impossible qu'il ait tué. Mais la conclusion de la cour sera évidemment l'inverse, c'est lui le coupable. Et on va l'envoyer à la chaise électrique. 14 ans. Et ce qui est terrible, c'est de penser, il n'a pas eu le droit de voir ses parents, etc. Il est passé de sa cellule dans la prison à la chambre d'exécution. Et je ne peux pas m'empêcher de raconter ce passage-là parce que je le trouve ignoble. C'est lui qui, pour moi, résume le mieux le racisme, la haine de l'autre. C'est que quand Georges est amené dans la chambre d'exécution, là, on l'attache sur la chaise électrique, et il y a un problème. Vous savez, pour électrocuter quelqu'un, il faut qu'il y ait une électrode sur une jambe, et l'autre, c'est un casque en cuivre qui descend sur la tête du condamné. Et c'est le passage de l'électricité à travers le corps, du casque vers l'électrode, qui fait que la personne est supposée mourir.
Et quand Georges est assis sanglé sur le siège, on s'aperçoit que le casque ne descend pas assez bas. Pourquoi? Parce qu'il est trop petit. Il est fragile, il est fluet. C'est pas du tout un monstre. C'est un petit garçon. Et donc il va falloir trouver une solution, parce que le directeur de la prison veut que l'exécution ait lieu. Il n'est pas question de la remettre. Donc Georges est entré en serrant contre son cœur un livre qu'un pasteur lui avait donné la veille pour essayer de le consoler, qui est la Bible. Et il l'a rendu au gardien au moment où on l'a attaché sur la chaise. Et l'un des gardiens montre, il dit au directeur, monsieur le directeur, ça? Quoi ça? La Bible. Qu'est-ce que tu veux faire avec la Bible? On va l'asseoir sur la Bible. Bon, c'est un réhausseur, comme au cinéma. Comme ça, sa tête va toucher le casque. Et on peut envoyer le courant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont assis ce petit garçon sur le livre qu'on avait choisi pour lui, pour le consoler. On l'a assis là-dessus pour l'exécuter. Le directeur était un peu gêné quand même, parce que la Bible, surtout aux États-Unis, ça veut dire quelque chose. Il pensait qu'on venait d'asseoir un petit enfant pour le tuer grâce à ça. Bon. Et 70 ans après, ça s'est passé en 1944, ça. 70 ans après, une juge américaine a repris l'affaire et a complètement innocenté, dédouané le petit Georges. Aux yeux de la justice américaine, il n'a jamais été coupable. Mais c'est 70 ans après. Et il ne peut pas revenir. Mais pour ceux de sa famille qui subsistent, notamment sa sœur, c'est très important qu'aujourd'hui, quand on parle de George Stinney Jr., ce ne soit pas d'un horrible criminel, mais d'un petit garçon à qui on a fait plus de mal qu'on ne pouvait l'imaginer. C'est ce fait divers-là que j'ai voulu raconter à travers le regard de la juge et de son greffier. Le greffier étant l'inverse de Georges, c'est une sorte de colosse. Il est noir aussi, et il est magnifique. Magnifique. Et il est énorme, immense, etc. Mais il a un cœur tendre. Enfin, voilà, c'est cette histoire-là qui évidemment n'est pas gaie, mais on ne peut pas écrire que des comédies. En tout cas, un double merci d'abord d'avoir réhabilité ce petit Georges, et puis merci d'être venu jusqu'à nous pour cette très belle évocation de votre père, Henri Decoing. Merci beaucoup, Didier Decoing. Merci à vous. Merci.